J'avais passé 40 ans à essuyer le cambouis pour que ma fille puisse porter de la soie. Le jour de son mariage, dans une salle de réception de luxe, son nouveau beau-père, Richard Sterling, a décidé que j'étais une tâche à effacer. Devant 600 invités de l'élite, il m'a jeté un verre d'eau glacée au visage. La salle est devenue silencieuse. Il s'attendait à ce que je m'incline et disparaisse. Au lieu de cela, j'ai plongé la main dans mon costume, en ai tiré une radio et ai donné un seul ordre qui effacerait son empire financier en moins de 60 secondes. Les glaçons ont rebondi sur ma poitrine, se brisant sur le marbre poli du grand salon royal. Le silence était assourdissant. Le quatuor à cordes s'était tu. Tous les invités s'étaient figés, les yeux rivés sur moi. Richard Sterling se tenait à 60 centimètres, le verre vide à la main, raidi par une satisfaction arrogante. Il s'est penché, sa voix tombant dans un murmure moqueur. « Il est temps de vous réveiller, vieux mécanicien », a-t-il ricané. « Vous avez beau avoir acheté un beau costume, ne vous méprenez jamais, vous n'êtes pas des nôtres. Votre place est derrière, hors de vue, là où vous appartenez. » Ce venin, fruit de mois de micro-agressions et de mépris déguisés en étiquette mondaine, était palpable. À ses yeux, j'étais un homme noir de 74 ans, un mécanicien automobile à la retraite d'un quartier populaire qui restait fondamentalement inférieur à lui. Je n'ai pas essuyé l'eau, n'ai pas cligné des yeux, n'ai pas reculé. Je suis resté là, absorbant l'ampleur de son erreur. Mes yeux sont passés de Richard à Connor Sterling, le marié, qui venait de jurer de protéger Maya. Connor se tenait aux côtés de son père, son sourire habituel remplacé par une grimace lâche. Il m'a vu, trempé et publiquement humilié, et n'a absolument rien fait, détournant le regard. Puis j'ai regardé Maya, ma belle Maya, dans sa magnifique robe blanche. Ses mains couvraient sa bouche, ses yeux emplis d'horreur et d'incrédulité. Elle m'avait passé la dernière année à défendre les Sterling, mais l'illusion était à présent brisée. La vérité crue se tenait au milieu de la piste de danse. Richard a émis un petit rire dédaigneux, prenant mon silence pour de la soumission. Il m'a tourné le dos, persuadé d'avoir gagné et de m'avoir remis à ma place. Ce que Richard Sterling, ni son fils lâche, ni même ma fille ne savaient, c'est qu'ils n'étaient pas face à un mécanicien à la retraite ruinée. Ils étaient face à l'homme qui possédait le sol même sous leurs chaussures en cuir coûteuse. Très calmement, j'ai plongé ma main droite dans la poche intérieure de mon costume. J'en sortis une radio de sécurité cryptée. Le sourire suffisant de Richard vacilla, la confusion remplaçant son arrogance. « Un taxi ? Utilisez la sortie de service. » J'appuyai sur le bouton d'émission. Un bip retentit. Je plongeai mon regard dans le sien, le laissant entrevoir le monstre caché derrière les mains calleuses du mécanicien. « Savez-vous vraiment qui vous venez d'insulter » demandai-je d'une voix calme et pesante. Avant qu'il ne puisse répondre, je parlais dans la radio. « Ici, Marcus Blackwood. Verrouillez toutes les issues du grand salon royal. Personne ne sort. Faites descendre l'écran principal sur scène, immédiatement. » La confusion de Richard se transforma en panique. Il chercha à comprendre comment je pouvais donner de tels ordres. Il ignorait que le nom Blackwood Holdings allait devenir le pire cauchemar de son existence. Pour comprendre pourquoi je les avais laissés m'humilier à ce point, pourquoi j'avais supporté leurs insultes pendant des mois sans maudire, il fallait remonter le temps. Le piège qui allait anéantir la famille Sterling n'avait pas commencé ce soir, mais 3 mois plus tôt, lors d'un dîner tendu, quand ils avaient commis l'erreur fatale de tenter de me dérober le seul vestige de mon passé. 3 mois avant l'incident, Richard Sterling nous avait invités, Maya, Connor et moi, à un dîner privé dans son club de campagne exclusif. Malgré mon meilleur costume, je sentais le mépris de Richard. Un vieil homme d'un quartier populaire, un mécanicien à la retraite, une cible facile. Le dîner se déroula entre sourires forcés et vantardises de Richard, auquel Connor acquiesçait servilement. Maya, magnifique mais nerveuse, cherchait le soutien de Connor. J'observais en silence, mes instincts d'homme d'affaires me confirmant que l'invitation de Richard n'était pas désintéressée. J'avais raison. Dès que les assiettes furent débarrassées, le masque tomba. Richard sortit une enveloppe d'une mallette, la jetant sur la table. « Quelques formalités », annonça-t-il. « Un contrat de mariage standard. Connor a un patrimoine à protéger. » Je n'ai pas tressailli. C'était attendu. Richard ne s'arrêta pas là. Il sortit un second document, un acte de transfert de propriété, et le glissa devant moi. « Marcus, reprit Richard,
Connor lance une entreprise d'investissement. Les startups exigent des capitaux. Nous avons noté que vous déteniez toujours l'acte de cette petite maison délabrée de banlieue. Les papiers étaient déjà remplis, attendant ma signature. Vous vivez seul avec une pension, Marcus, dit Richard, condescendant. Cette vieille baraque n'est qu'un fardeau fiscal. Vous devriez la céder à Connor et Maya comme cadeau de mariage. Connor pourra la démolir, vendre le terrain et utiliser l'argent pour son entreprise. C'est le moins que vous puissiez faire. Un rire froid résonna dans mon esprit. Il me prenait pour un vieillard sénile, tirant des conclusions arrogantes d'un code postal défavorisé. Ils ignoraient que cette maison était mon premier atelier de mécanique où j'avais vécu des décennies. Les Sterling ignoraient que la municipalité avait secrètement approuvé un projet de réaménagement commercial de 200 millions d'euros pour ce pâté de maison. Leur masure sans valeur était au cœur du futur quartier d'affaires, valant une fortune. Aveuglé par ses préjugés, Richard tentait de voler une mine d'or. Je repoussai le document. « Ma propriété n'est pas à vendre, Richard, » dis-je calmement. Et ce n'est pas un cadeau de mariage pour un homme capable de subvenir à ses besoins. Le sourire suffisant de Richard s'effaça, son visage pâlit, puis vira au rouge. Il se pencha, la voix basse et menaçante. « Soyons réalistes, Marcus, » siffla Richard. « Maya vient de rien. Pour être acceptée, elle doit apporter une dot. Si vous refusez, elle n'aura jamais sa place dans notre famille. Nous veillerons à ce qu'elle sache à quel point son père se soucie peu de son avenir. » La menace était claire. Il ferait de sa vie un enfer. Je regardai Connor. Il fit tournoyer son vin. « Allez, Marcus, » se plaignit-il. « C'est une vieille maison inutile. Ne sois pas égoïste. Nous avons besoin de cet argent pour notre entreprise. Tu ne veux pas tout gâcher pour Maya ?» Je regardai Maya. Recroquevillée, humiliée, elle murmura à Connor d'arrêter, sans se lever. Piégée par son désir de faire fonctionner cette relation toxique, tout m'apparut limpide. Connor, un parasite. Richard, un prédateur. Je me levai. J'ai bâti ma vie de mes propres mains. Jamais je ne céderai mon travail pour l'ego de votre fils. Si Maya doit acheter sa place, votre famille est ruinée. Je tournai les talons et quittai le club, le contrat intact. Maya m'appela, mais je ne m'arrêtai pas. Elle devait voir leur vrai visage. Ma colère, en rentrant, se mua en détermination froide. Richard avait menacé ma fille. Il ignorait défier un fantôme. Dire non ne suffisait pas. Les prédateurs ne s'arrêtent jamais. Je devais sonder les problèmes financiers de Connor et l'Empire Sterling. Je savais comment faire. Le lendemain soir, Maya, les yeux rougis, frappa à ma porte. Accablée, elle s'effondra dans mes bras en sanglotant. Elle s'excusa du comportement de Richard, honteuse, puis défendit Connor, sous pression et terrifiée de décevoir son père. Elle me jura que leur amour triompherait, une fois mariée et libre de l'ombre de Richard. J'écoutais, le cœur lourd. Je savais qu'une femme aveuglée par un amour toxique devait découvrir seule la dure réalité. Je la réconfortais et la raccompagnais. Ses feux s'effaçant dans la nuit, ma façade douce disparut. Je verrouillai la porte. Ma modeste maison de mécanicien n'était qu'une façade. Le monde ne voit que ce qu'on lui montre. Dans le couloir arrière, derrière un placard à outils, un scanner biométrique ouvrit une porte blindée dissimulée. Mon pouce l'activa, l'étagère glissa. À l'intérieur, les LED éclairèrent un grand bureau en acajou et 3 écrans de plans financiers complexes, le cœur d'un empire inimaginable pour les Sterling. Je m'assis, fixant la photo de Sarah, ma défunte épouse, et Maya bébé. 30 ans plus tôt, une maladie l'avait emporté, nous laissant sans un sou. Veuf et père, le cœur brisé, je pris son assurance vie et mes économies de mécanicien pour acheter un entrepôt abandonné. Le jour, je travaillais au garage. La nuit, je reconstruisais. Vendu au triple, j'acquis d'autres propriétés. 3 décennies durant, j'étendis discrètement mon empire immobilier, finançant des projets massifs. Ainsi naquit Blackwood Holdings, un conglomérat anonyme de dizaines de millions. Mon nom resta secret, gérant via fiducie et avocat, vivant simplement. La richesse soudaine, je l'avais vu, engendre l'arrogance et tue l'ambition. Je voulais que Maya comprenne la valeur du en 48 heures. Elias Thorne décolla le vernis des Sterling, révélant la pourriture. Dans mon bureau, un fichier crypté se déchiffra, révélant un dossier colossal. J'avais demandé des fissures. Il m'avait livré une fondation brisée. J'ouvris le dossier de Connor Sterling.
Lui qui se vantait d'être directeur d'investissement, traitant ma fille avec condescendance, était sans emploi depuis 6 mois, licencié discrètement pour faute grave et détournement de fonds. Il avait faim d'aller travailler chaque matin, l'embrassant pour un emploi imaginaire. Connor passait ses journées à simuler le succès dans des cafés chics. Son chômage n'était que la pointe de l'iceberg. L'analyse d'Elias révéla des transactions occultes. Joueur invétéré, Connor devait 500 000 € à un syndicat clandestin de paris sportifs. Ces hommes n'envoyaient pas de lettres courtoises, mais des os brisés. C'était la rançon qu'ils cherchaient en s'appropriant mon terrain. Un sous-dossier prioritaire d'Elias m'horrifia, ma colère atteignant son paroxysme. Il me conseillait d'examiner les prêts offshore de Connor des 90 derniers jours. J'ouvris les PDF, main tremblante. Connor avait sollicité des prêts usuraires en ligne, non sous son nom. Il avait utilisé un dossier immaculé. En zoomant sur la signature, ma respiration s'arrêta. Une fureur violente m'envahit. Il avait volé le numéro de sécurité sociale de Maya, utilisé le nom de ma fille. Cet homme, futur époux de ma fille, détruisait sa vie financière. Il falsifiait sa signature pour de l'argent sale, l'enchaînant à un demi-million de dettes. En cas de défaut, ces criminels viendraient pour Maya, ruinant son crédit, son entreprise, et mettant sa sécurité physique en péril. Il l'utilisait comme bouclier humain pour protéger sa peau lâche. Mon instinct de père issu d'un quartier populaire me hurlait d'agir. Je voulais foncer chez Connor, lui briser les mains, le traîner dans la rue et tout révéler à Maya. Je me levai, haletant, les poings serrés, faisant les 100 pas. Mon regard se posa sur la photo de Sarah, mon épouse défunte. Je me rappelais ma promesse. Protéger notre fille, ne jamais laisser personne profiter d'elle. Mais je n'étais pas qu'un père protecteur. J'avais bâti un empire financier invisible, maîtrisant levier, timing et destruction totale. Une vengeance rapide serait bon marché. Si j'allais voir Maya, Connor la manipulerait, Richard enterrerait les preuves et me ferait passer pour un fou. Il s'en sortirait. Je ne voulais pas que la famille Sterling survive. Je voulais les éradiquer. Je retournai à mon bureau, pris mon téléphone crypté et appelai David, mon avocat. D'une voix calme, preuve de fraude et vol d'identité. Le coupable, Connor Sterling. Après un silence, David. Marcus, c'est grave. Mandat ce soir? Menotté avant l'aube. Je me rappelais le mépris de Richard, ses menaces de ruiner Maya. Non, pas de police. Gardez le secret. David, inquiet. S'il utilise le numéro de sécurité sociale de votre fille, attendre la met en risque. Pourquoi? Parce que nous laissons le mariage avoir lieu, déclarai-je. Étonné, David, vous laissez votre fille épouser un criminel? Je les laisserai croire qu'ils ont gagné. La famille Sterling vit de son image. Je les piégerai à leur apogée, entourés d'amis arrogants, se croyant intouchables. Quand je ferai basculer leur piédestal, la chute sera publique, dévastatrice, faisant du nom Sterling un avertissement. Compris, répondit David. Je préparerai les pièges. Je raccrochai. Le piège était prêt. Connor et Richard croyaient intimider un vieux mécanicien. Ils venaient d'entrer dans un abattoir financier. J'éteignis les écrans, attendant le mariage. Connor n'était qu'un symptôme. L'infection, Richard Sterling, dont l'arrogance m'avait forcé à résister à son extorsion de terrain. Je devais voir de quoi il était fait. Je me concentrai sur Sterling Construction. Les données d'Elias Thorne révélèrent que derrière sa façade de titan, Richard dirigeait un navire qui coulait. L'entreprise perdait de l'argent, ses marges fondues, détournant les dépôts des sous-traitants. Un Ponzi sous des costumes, une vulnérabilité critique, 5 millions d'euros pour Sterling Construction, dû en moins de 2 semaines. Sans remboursement, l'entreprise s'effondrerait, sa réputation anéantie. Je consultais les documents de prêt. L'institution prêteuse, Vanguard Apex Capital, ma propre filiale de Blackwood Holdings. Un lent sourire sombre se dessina. J'étais le créancier de Richard Sterling, détenteur de sa dette de 5 millions. L'aristocrate, qui avait tenté de me chasser, suppliait secrètement ma corporation pour une bouée de sauvetage. Les communications internes révélaient au Richard implorant une prolongation de 12 mois, promettant garanties et profits. Il paniquait, son empire menaçant de s'effondrer si l'extension n'était pas signée avant le mariage. J'appelais Arthur, mon gestionnaire de fonds chez Vanguard Apex, pour des nouvelles du compte Sterling Construction. Arthur soupira. Actif toxique, monsieur. Sterling est surendetté, à bout de souffle. Refus catégorique. Saisissons ses biens. Logiquement,
Il avait raison, mais c'était personnel. Non, Arthur, répondis-je froidement. Approuvez la prolongation. 12 mois. Après une pause, Arthur acquiesça. Compris? Je préparerai l'accord. Attendez, l'interrompis-je. Condition? Intégrer une clause de moralité non négociable. Une arme chargée. Si Richard ou un membre de sa famille est impliqué dans une humiliation publique, fraude, enquête criminelle ou faute éthique grave, l'extension sera instantanément nulle et les 5 millions d'euros immédiatement exigibles. Sans délai ni négociation. Arthur ricana, saisissant la nature létale de ma stratégie. La clause de moralité était une sentence de mort instantanée. Arthur avait raison. Richard, désespéré, la signerait sans la lire. Je fis finaliser l'accord pour vendredi, qu'il aborde le week-end en se croyant intouchable. Les pièces de mon plan étaient reprêtes. Richard se réveillerait le lendemain avec la meilleure nouvelle de sa vie. Son prêt prolongé. Il se pavanerait au mariage, ignorant que l'encre de son contrat était un arrêt de mort. Hélène. Le photographe demanda les portraits de famille. Maya n'étant pas encore là, c'était au tour du marié et des parents. Richard m'a barré la route, me poussant à l'écart des caméras. « Nous faisons d'abord les photos de l'héritage Sterling », murmura-t-il en serrant ma poigne. « Vous ne correspondez pas à l'esthétique. Attendez à l'arrière. » Il me poussa brutalement à travers une porte dissimulée, dans une salle d'approvisionnement exiguë et mal éclairée, où flottait une odeur de vin éventé. Le message était clair. J'étais un domestique, une saleté à cacher. Dans cette pièce humiliante, je me tins imperturbable, redressant ma veste. Ils creusaient leur propre tombe. 10 minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Ce n'était pas Richard, mais Connor, le gendre. Il entra et verrouilla la porte. Malgré son costume impeccable, ses yeux injectés de sang et l'odeur d'alcool rance trahissaient une terreur paniquée due à ses dettes de jeu. Sans un mot, il claqua un document sur une table. « Signé !» exigea-t-il, la voix tremblante d'arrogance et de peur. C'était une procuration pour la vente de ma maison de banlieue, une extorsion pure et simple. Il lui fallait cette propriété pour rembourser le syndicat clandestin, et il lui la fallait aujourd'hui. « Ma propriété n'est pas à vendre. J'ai déjà donné ma réponse à votre père au club, » dis-je calmement. Connor s'approcha, cherchant à m'intimider. « Vous n'avez plus le choix, vieil homme, » cracha-t-il, son masque de gentleman tombé. Dans le grand salon royal, 600 personnalités sont là. Si vous ne signez pas, j'annule le mariage au micro. Je le fixais, ces mots ignobles, utilisant le cœur de ma fille comme levier. Je dirai à tous qu'elle m'a trompé, siffla-t-il d'une voix venimeuse. Je détruirai sa réputation devant l'élite. Humilié dans sa robe blanche, ce sera votre faute. Signé, la maison pour le compte de fée de votre fille. Refusé, et je briserai son monde avant les entrées. C'était l'acte le plus lâche et méprisable que j'ai vu. Il détruirait la femme qu'il prétendait aimer pour rembourser ses créanciers. Il pensait me tenir que mon amour pour Maya me ferait céder. Mais Connor jouait aux dames, et moi aux échecs. Un jeu qu'il ne pouvait comprendre. Je regardais son visage en sueur et paniqué, un dégoût profond m'envahissant sans que je ne montre rien. Je soupirais, vaincu, jouant le père brisé, terrifié, battu. Dans ma poche, je cherchais mon lourd stylo-plume en or. Les yeux de Connor s'illuminèrent de triomphe, certain d'avoir gagné. Je me penchais sur la table, décapuchonnais le stylo et signais. Je signais d'une signature spécifique, juridiquement nulle, conçue avec mes avocats pour les contrats frauduleux. Pour l'œil non averti, elle paraissait hâtive, sous pression, mais devant un tribunal, elle n'avait aucune valeur légale. Je jetai le stylo. Connor s'empara du document, l'inspecta avidement, le plia et le glissa dans sa poche, exhalant un souffle retenu. « Bien, bonhomme !» ricana Connor, son arrogance retrouvée. « Restez ici et ne faites pas de bruit, n'allez pas gâcher les photos. » Il se retourna, déverrouilla la porte et sortit, presque trottinant avec son prix volé, certain d'avoir déjoué un vieil homme stupide. La porte se referma, me laissant seul dans la pénombre. Je restai là, dans le silence, sans humiliation ni défaite. De mon autre poche, je sortis le petit enregistreur audio, activé dès mon arrivée. J'appuyai sur arrêt. Le voyant rouge s'éteignit. Je le tenais. Toute l'extorsion, les menaces contre Maya, sa vile manipulation, tout était enregistré avec une clarté parfaite. Le coup de grâce était là. Connor pensait avoir extorqué une maison à un mécanicien impuissant.
Il ignorait qu'il venait de donner une arme chargée à son propre bourreau. Le piège était tendu. Je n'avais plus qu'à retourner dans le grand salon royal et attendre le moment parfait. Après le départ de Connor, je rejoignis le couloir. Les portes du grand salon royal étaient closes, des huissiers en garde. Le quatuor s'accordait, violoncelle vibrant. Le moment rêvé pour un père, mener sa fille à l'hôtel. Je lissais mon smoking et me dirigeais vers la zone d'attente pour Maya. Un mur de costume gris m'arrêta. Richard, avec un homme aux cheveux argentés que je ne connaissais pas. Richard s'avança, poli mais arrogant. Il m'arrêta, annonçant un changement. L'oncle de Connor, Preston, accompagnerait Maya. Il me toisa, expliquant que ma taille et mes couleurs nuisaient à l'esthétique pour les magazines mondains. Il cherchait à effacer ma présence, celle d'un mécanicien à la peau foncée, pour préserver l'illusion parfaite de son monde. Preston esquissa un sourire lâche. La colère montait. J'exigeais de parler à Maya, sachant qu'elle n'aurait jamais accepté. Richard secoua la tête, assurant qu'elle était au courant. Son téléphone confisqué ce matin, protocole nuptial, oblige pour qu'elle soit entièrement présente. Richard murmura qu'il lui avait dit que mon genou me faisait souffrir et que j'avais demandé à éviter les projecteurs. Elle comprenait. Il l'avait isolée, coupant sa communication et lui servant un mensonge déguisé en sollicitude. J'aurais pu faire un scandale, gâcher la procession. Mon instinct paternel me hurlait de la rejoindre. Mais le poids de l'enregistreur audio dans ma poche, les prêts frauduleux et la guillotine financière de 5 millions d'euros suspendue sur Richard me rappelaient que cette humiliation temporaire était le prix d'une victoire absolue. Exploser maintenant annulerait le mariage, masquerait l'histoire et les ferait échapper au piège. Je devais les laisser s'avancer vers l'échafaud. Je fis un lent signe de tête à Richard, sans discuter. Je lui dis seulement de s'assurer qu'elle ne trébucherait pas. Son sourire suffisant et victorieux réapparut. Il me croyait brisé. Il claqua des doigts, désignant un huissier pour me mener à ma place. L'huissier ne me conduisit pas au premier rang, mais le long du périmètre de la salle, dans l'ombre. Nous passâmes devant les compositions florales, les tables débordant de conseillers, magnats et dirigeants trinquants et riants. Nous marchâmes jusqu'aux tables sans nappe ni centre de table. L'huissier s'arrêta à la table 45, reléguée hors de vue, dans un coin sombre et froid, entre les portes de la cuisine et le couloir des toilettes. L'odeur de parfum et de lys frais s'y effaçait, remplacée par celle du détergent, de l'ail rôti et le va-et-vient des serveurs. Autour, des techniciens d'éclairage, l'équipe audio de secours et des voituriers en polo noir avec oreillettes radio me regardaient. Un homme noir âgé en smoking, avec confusion et pitié. Le père de la mariée, banni à la table du personnel, près des toilettes. Je ne me plaignis pas. Je tirai ma chaise et m'assis, face à l'hôtel lointain et illuminé. La musique s'éleva, les portes d'acajou s'ouvrirent, et la salle entière se leva. Mon cœur se serra en voyant Maya, radieuse, prendre le bras de l'oncle Preston après m'avoir cherché en vain. Elle me croyait abandonnée par trac. La cérémonie fut impeccable. Connor prononça ses vœux d'un visage de saint, tandis que Richard Sterling, au premier rang, bombait le torse, triomphant. Les applaudissements éclatèrent. À ma table 45, je me présentais comme un investisseur silencieux. Tandis que les invités se régalèrent de filets mignons, je mangeais mon poulet sec. Mon enregistreur et mon téléphone crypté pesaient lourd dans ma veste, prêts. 2 heures. Le piège, monté en 3 mois, allait se refermer. Je m'adossai, observant les Sterling célébrer leur destruction imminente. L'ambiance du grand salon royal passa de l'élégance à la frénésie, groupe live, champagne à flot, piste de danse pleine. Oublié à ma table 45, je ne célébrais pas. Mes yeux fixaient Maya, rayonnante, inconsciente du serpent qu'elle venait d'épouser. Mais Connor, pâle et en sueur, ne célébrait pas. Il consultait son téléphone, paniqué. Les messages exigeaient le demi-million d'euros qu'il devait au syndicat souterrain. Il claqua son téléphone, s'excusa auprès de Maya et fila vers les couloirs VIP. Je me fondis dans les ombres, suivant Connor dans les couloirs VIP. Ses pas résonnaient, sa respiration paniquée. Il se dirigea vers un cul-de-sac. Je me plaquai au mur, l'entendant composer un numéro. Sa voix trembla au téléphone. « Il me faut 24 heures, supplia-t-il. L'argent est sécurisé, ne m'envoyez personne. Laissez Maya en dehors de ça,
Elle ne sait rien des prêts, ni que j'ai utilisé son numéro de sécurité sociale. Si vous la contactez, tout s'écroule. Donnez-moi jusqu'à demain, j'ai l'actif. » Sa respiration haletante trahissait sa peur. Puis il abattit sa dernière carte. « J'ai l'acte !» insista-t-il. J'ai forcé le vieux mécanicien à signer la procuration il y a 1 heure. C'est un homme brisé. Son terrain au cœur d'un projet commercial vaut des millions. Je peux le liquider demain et vous rembourser. Rappelez vos gars. Ses aveux résonnaient. Vol d'identité de Maya, dette de jeu, extorsion d'un vieil homme. Sa relation avec ma fille n'était qu'une transaction. La dernière pièce du puzzle s'emboîta. Je sortis mon smartphone sécurisé, activai la vidéo. Masqué, je cadrai Connor, en sueur, suppliant. J'enregistrai la promesse de vendre ma propriété et l'innocence de ma fille face à sa fraude. Connor remercia, soupirant de soulagement, pensant avoir gagné un jour de plus. J'arrêtai l'enregistrement, le sauvegardai sur mon serveur crypté et l'envoyai à David, mon avocat, avec un message simple. Le coup de grâce. Connor rangea son téléphone, essuya sa sueur et retrouva son sourire arrogant. Il repassa devant ma cachette, m'ignorant, et disparut derrière les rideaux de velours, rejoignant ma fille et son père pour porter un toast à leur fausse grandeur. Je le suivis. Le jeu était terminé. Connor Sterling venait de signer sa confession numérique, dont je détenais l'unique copie. La guillotine financière que j'avais bâtie était prête à tomber. Je regagnais le grand salon royal. Les toasts allaient commencer. Je m'assis à ma table, près des cuisines. Richard Sterling montait sur scène, flûte à la main. Il ignorait que son empire était ruiné, son fils menacé de prison, et la procuration de Connor un faux. Leur destruction était imminente. Un raclement d'archet coupa le silence, la foule s'installa. Richard Sterling s'avança, arrogant. Sa voix, pleine de supériorité, résonna. « Famille, amis et invités distingués », commença-t-il, levant sa flûte. « Nous célébrons notre grand patrimoine. Le nom Sterling est synonyme d'excellence. Mon fils Connor incarne le meilleur de notre famille, vision, statut et générosité. » Richard posa son regard sur Maya avec condescendance. « Quand Connor m'a dit qu'il épouserait Maya, j'ai été surpris, » dit-il d'un ton mielleux. Maya est belle, mais elle vient d'un monde très différent. Elle a grandi dans la dure réalité d'un quartier populaire, élevé par un mécanicien à la retraite. La survie y est un exploit. Elle n'a pas connu les privilèges que nous tenons pour acquis. Un silence gênant s'installa. Maya baissa les yeux, le visage empourpré de honte. Connor ne fit aucun geste pour lui prendre la main, se contentant de sourire bêtement, laissant son père humilier ma fille. « Mais c'est là la vraie grandeur de mon fils !» déclara Richard, la voix triomphante. Connor ne s'est pas soucié de ses origines modestes. Il a vu un diamant brut, l'a tiré de l'ombre pour l'amener à la lumière. Il lui offre une vie dont elle n'aurait jamais pu rêver et lui donne le nom des Sterling. Richard conclut « Levez vos verres à mon fils, l'homme qui prouve que la vraie noblesse est de secourir les moins fortunés et de les élever à notre niveau. » Une vague d'applaudissements éclata des tables d'honneur. L'élite célébrait cet acte de charité, applaudissant l'illusion que ma fille n'était qu'un chien errant adopté par Connor. Le sang me monta à la tête. Une fureur primaire m'envahit, celle d'un père protégeant son enfant de ce venin. Mon grand projet, les pièges financiers, tout s'effaça. Seules comptaient les larmes de Maya. Je repoussai ma chaise, ses pieds crissant sur le marbre. Je sortis de l'ombre, boutonnai ma veste et me mis en marche. Je traversai l'allée centrale. Les têtes se tournèrent. Les applaudissements s'éteignirent. Une mère de visage confus observait un homme de 74 ans, noir, s'avancer d'un pas déterminé vers la scène. Je ne m'arrêtai pas quand des huissiers s'avancèrent, puis reculèrent, décontenancés par mon regard. Je ne m'arrêtai pas quand Connor, me voyant approcher, vit son sourire forcé se transformer en panique. Je montai directement sur scène. Richard fronça les sourcils, s'écartant du pupitre, tentant de garder son calme. « Que faites-vous » siffla-t-il, les yeux rivés sur les invités. « Descendez immédiatement de cette scène. » Sans répondre, je saisis le micro que Richard tentait de retenir. Mes mains, forgées par 40 ans de mécanique, l'arrachèrent, sans effort, le faisant trébucher, choqué. Je lui tournai le dos, faisant face à la salle silencieuse. Mon regard se posa sur ma fille, à la table d'honneur. « Maya » dis-je, ma voix résonnant dans les haut-parleurs. «
Ton beau-père vient de dire à 600 personnes que son fils est un sauveur généreux qui t'a tiré de rien, qu'il t'élève. » Maya me fixait, les larmes figées, sidérées. Connor serrait la table, livide, la respiration courte. « Mais je dois te révéler ce que ton sauveur généreux faisait 20 minutes avant ton entrée, » poursuivis-je d'une voix implacable. « Pendant que tu rêvais dans ta robe blanche, l'homme assis à tes côtés m'a acculé dans un placard près des toilettes. » Un soupir collectif parcourut le salon. Les invités de l'élite se penchèrent, captivés par le désastre. « Connor n'est pas venu me demander ma bénédiction, » dis-je, pointant le marié. « Il a fermé la porte, sorti une procuration et exigé la propriété de ta maison d'enfance. Il a réclamé mon bien. Et sais-tu ce qu'il ferait si je refusais ?» Maya secoua la tête, les lèvres tremblantes, se tournant vers Connor qui niait désespérément. « Si je ne lui donnais pas ma maison, il annulerait le mariage devant tous et détruirait ta réputation, te traitant de tricheuse, déclarai-je. Il a menacé de ruiner ta vie devant le maire, la presse et sa famille si je ne cédais pas. Il ne t'a pas épousée pour te sauver, Maya, mais pour voler un vieux mécanicien et couvrir ses échecs. » Le silence fut absolu, le genre qui suit un accident, quand personne ne sait qui a survécu. Maya se leva. La traîne de sa robe de mariée s'accrocha, mais elle l'ignora. Elle baissa les yeux sur Connor, l'homme qu'elle aimait s'enfonçant dans son siège. Connor, incapable d'articuler un mot, laissait transparaître sa culpabilité. Maya, en sanglots, s'éloigna de lui, réalisant l'ampleur du mensonge. Richard Sterling, voyant son événement parfait se désintégrer devant 600 invités, perdit tout contrôle. Son visage devint violet. « Sale menteur, minable !» hurla-t-il, abandonnant toute bienséance. Je me retournai juste à temps pour le voir arracher un lourd verre d'eau glacée du pupitre et me le jeter au visage. L'eau me frappa, les glaçons se brisant sur le marbre du grand salon royal. Un silence de mort s'abattit. Les flûtes se turent, le quatuor à cordes aussi. Tous restèrent figés, les yeux rivés sur moi. Richard Sterling se tenait à moins d'1 mètre, le visage tordu d'une satisfaction arrogante. « Réveille-toi, vieux mécanicien !» ricana-t-il. « Malgré ton costume, ne te prends jamais pour l'un des nôtres. Ta place n'est pas ici, mais à l'arrière, hors de vue. » Je ne bougeais pas, ne sciais pas, ne reculais pas. Les gouttes froides coulaient sur mon cou, tandis que j'absorbais l'ampleur de son erreur. 40 ans à essuyer le cambouis pour que ma fille porte de la soie, et le jour de son mariage, son beau-père me traitait comme une tâche, m'humiliant devant 600 invités. Il s'attendait à ce que je m'incline et m'en aille comme un chien battu. Au lieu de cela, je plongeais la main dans mon costume, mes doigts se refermant sur le lourd émetteur radio de sécurité. J'allais réduire son empire en cendres. L'eau gouttait de mon menton sur le col, un glaçon se brisant sur le marbre. Le grand salon royal était vidé de musique, rire, arrogance. Les 600 personnalités, politiciens, magnates, mondains, étaient là, paralysés, les regards fixés sur le mécanicien à la retraite de 74 ans qu'on venait d'humilier. Richard haletait, rouge de rage, me dévisageant avec mépris. Il s'attendait à me voir baisser les yeux, mais je restais immobile, le fixant d'un calme terrifiant. Derrière lui, Maya pleurait. Connor, son lâche de mari, restait figé, terrifié. Il savait pour la fausse signature et l'extorsion, contrairement à son père. Richard rompit le silence d'un rire amer, me sommant de quitter sa scène. Le spectacle était terminé. J'avais assez humilié ma fille. Je levai ma main droite. Richard recula, croyant à une attaque. Je ne me bats plus avec les poings, mais par la force de levier. J'essuyai l'eau glacée avec un mouchoir, tel un mécanicien nettoyant le cambouis. Les 600 invités observaient. Mon refus de réagir démantelait le récit de Richard. Je n'étais pas une victime, mais un homme dérangé par un insecte. Je repliai le mouchoir, fixant Richard. Son expression suffisante se fissurait, l'inquiétude remplaçant l'arrogance. Il ne comprenait pas mon calme. De ma veste, je sortis une radio de sécurité cryptée. Cet appareil d'élite semblait incongru pour un mécanicien à la retraite. Richard la fixa, le front plissé, et se moqua, demandant si j'appelais un taxi pour les quartiers populaires. Sans répondre, j'appuyai sur la transmission. Un bip aigu résonna. Je portai la radio à ma bouche, les yeux rivés sur Richard. Marcus Blackwood. Confinement activé. Scellez les sorties. Personne ne quitte cette salle. Déployez l'écran. Un bip confirma. La salle resta immobile.
Les 600 invités de l'élite se regardaient, déconcertés. Pourquoi cet homme âgé donnait-il des ordres ici? Richard me fixa, puis éclata d'un rire théâtral. Il me désigna fou à l'audience, le visage tordu d'une pitié arrogante. « Es-tu fou, vieil homme » ricana Richard. « Ce grand salon royal est une forteresse pour l'élite. Tu n'y as aucune place ni autorité, tu n'es qu'un invité de trop. » Il s'avança, me pointant du doigt. Richard ricana, d'une assurance venimeuse. « Tu crois verrouiller un bâtiment que tu ne pourrais pas louer une heure? J'en ai assez. Tu veux gâcher le mariage? Très bien. » Il se tourna vers les portes en acajou du grand salon royal, claqua des doigts et hurla « Sécurité !» Saisissez, les gardes s'avancèrent. Les invités reculèrent, chaises raclant le marbre. Richard me pointa. « Harrington, ce fou m'a agressé. Maîtrisez-le, jetez-le dehors. Plainte sera déposée. » La sécurité atteignit la scène. Ignorant Richard, ils le dépassèrent, formant un mur de costumes noirs devant le pupitre, dos à l'audience. Richard, bras tendus, doigts pointant le vide, sourire figé, ne comprenait pas l'ordre contourné. Richard tenta de crier, mais les mots moururent. Monsieur Harrington monta sur scène, ignora Richard, s'approcha et s'inclina profondément devant moi. « Monsieur, » dit Harrington, sa voix portant, « l'établissement est sécurisé, accès verrouillé, système activé selon vos ordres. Personne n'entre ni ne sort sans votre permission. Nous attendons vos instructions. » Le silence sur le grand salon royal était apocalyptique. La réalité se déchirait. Les 600 invités qui riaient de moi, pétrifiés. Harrington, rigide, attendait mon commandement. Il me traitait en souverain. Dans ce lieu, j'étais roi. Je tournai la tête vers Richard. Son visage, écarlate de fureur, vira au blanc cendreux. Sa bouche pendait, corde vocale paralysée. Ses mains tremblaient. Il regarda Harrington, les gardes, puis moi, le vieux mécanicien. Son esprit broyait des décennies de préjugés. Il réalisa n'avoir pas humilié une victime, mais réveillé un léviathan. Derrière lui, à la table d'honneur, Connor Sterling s'effondra sur sa chaise, tête dans les mains, tirant ses cheveux. Il connaissait la vérité sur les prêts frauduleux, mais ignorait l'ampleur de mon pouvoir. Il pleurait en silence, sa forteresse de cartes balayée par un ouragan. Et Maya, ma fille, était figée. Ses yeux allaient de moi au directeur. Elle m'avait vu toute sa vie en bleu de travail, comptant des coupons. Elle ignorait l'empire financier bâti dans l'ombre. Maintenant, elle voyait les puissants s'incliner devant son père. Le choc était profond, mais je discernais aussi la prise de conscience de qui j'étais réellement. Richard parvint à peine à étouffer un son. Il recula d'un pas chancelant, ses chaussures s'accrochant au tapis. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, voix brisée, vidée d'assurance. « Que se passe-t-il » ? « Harrington, pourquoi vous inclinez-vous ? Ce n'est qu'un mécanicien, il n'est personne. » J'avançai. Pas besoin d'élever la voix. Le pouvoir absolu ne crie pas. L'acoustique de la pièce porta mes mots à chaque invité terrifié. « Tu m'as dit de me réveiller, Richard ?» dis-je, ma voix froide et implacable. « Tu as jugé ma peau et mes mains, cru n'être qu'un paysan. Tu as pensé m'inviter dans cette forteresse, me jeter de l'eau et m'humilier. » Je fis un pas. Richard recula, ses épaules s'incurvant sous ma présence. « Tu as fait une erreur de calcul catastrophique, » poursuivis-je, mes mots le frappant comme des coups. « Tu ne possèdes pas ce sol, Richard. Tu n'es qu'un invité dans ma maison. Ces murs, le marbre sous tes pieds, l'air même qui circule ici m'appartiennent. Cette salle de réception de luxe, tout ce domaine du grand salon royal et chaque actif de cette propriété sont la propriété exclusive de Blackwood Holdings. » Je laissai le nom planer dans le silence étouffant. Blackwood Holdings était légendaire, un mastodonte invisible. Chaque invité connaissait ce nom et la terreur éclata dans leurs yeux. Richard haleta, genoux fléchissant sous un poids invisible. « Et moi ?» dis-je, ma voix basse et mortelle. « Je suis Marcus Blackwood. » Ces mots frappèrent la salle comme un séisme. La famille Sterling réalisa la catastrophe. Richard avait insulté l'un des plus puissants milliardaires, le maître des lieux. Je ne lui laissai pas le temps de réagir. Détournant mon regard de son visage tremblant, j'ordonnai « Baissez l'écran ». L'écran géant descendit lentement. Le piège était refermé. Il était temps de révéler la nature criminelle des Sterling. Dans le silence suffocant,
L'écran se déroulait tel le rideau d'une exécution. Je sortis une télécommande. Mon équipe avait connecté mon serveur au système audiovisuel. Le projecteur s'alluma, inondant la scène de lumière. Me détournant de Richard, figé, je pointai l'écran. « Commençons par le marié », annonçai-je. « L'homme que votre père a loué comme un visionnaire, sauveur de ma fille. Montrons la vraie noblesse des Sterling. » J'appuyai sur la télécommande. L'écran afficha la lettre de licenciement de l'entreprise de Connor. Le texte révélait « Connor Sterling n'est pas directeur d'investissement ». Arpentant la scène, je déclarais « Il n'a pas géré de portefeuille légitime depuis 6 mois, licencié pour faute grave et usage non autorisé de fonds. Chaque matin, il embrassait ma fille et allait faire semblant dans un café chic. Il est au chômage. C'est une fraude absolue. » Un souffle collectif parcourut la foule. Richard, incrédule, fixait l'écran puis son fils. Connor, recroquevillé à la table d'honneur, pleurait, le visage enfoui dans ses mains. « Mais le chômage n'est pas un crime, poursuivis-je, ma voix plus froide. Être un menteur n'est pas illégal. Ce qu'il est, c'est ce que Connor faisait pour financer sa misérable illusion. » Je cliquai. L'écran afficha une feuille de calcul et des captures de messages cryptés. Les chiffres, rouge sang, révélèrent la vérité. Connor, joueur endetté, devait 500 000 € à un syndicat criminel violent. L'élite réalisa qu'elle assistait à un mariage financé par un homme traqué par le crime organisé. Cette dette colossale expliquait leur invitation, exigeant l'acte de ma maison. Ce n'était pas un cadeau, mais une extorsion pour qu'un vieux mécanicien paie une rançon, protégeant leur façade. Je fis une pause, puis me tournai vers Maya, pâle et horrifiée. Mais l'extorsion n'était pas son pire crime, dis-je, ma voix mêlant tristesse, et Maya, dégoûtée, ne pleura pas. Elle arracha sa bague de fiançailles et la lança au visage de Connor. La bague frappa sa pommette. « Menteur, escroc !» hurla Maya. Elle me rejoignit sur scène, ignorant Richard et les invités. Connor sanglotait, ruiné. Je la pris dans mes bras, protecteur. Le vrai mal venait de Richard, qui lui avait enseigné que l'arrogance masquait l'incompétence. Mon regard se posa sur Richard. Son visage tordu de rage et d'humiliation révélait l'effondrement de son image. Aveuglé par l'orgueil, il redressa sa veste, serra les poings, me foudroyant du regard. « Ne crois pas avoir gagné !» cracha Richard. « Tu n'es qu'un vieil mécanicien chanceux. Tu ne peux pas détruire l'héritage Sterling. » Il fit un pas, aboyant. « Mon fils assumera ses erreurs, mais ne pensez jamais pouvoir me toucher. Sterling Construction est intouchable. » Je le regardais avec pitié. Il se vantait, ignorant la trappe sous ses pieds. Je le laissai finir, sortant un document. « Votre entreprise est une institution », répétai-je d'un calme glacial. « Une coquille vide et pourrissante. Pas de profit depuis 3 ans. Vous fuyez les sous-traitants, déplacez l'argent des investisseurs pour maintenir l'illusion. Votre patrimoine n'est qu'un système de Ponzi. » Le rictus de Richard vacilla. Une graine de doute apparut dans ses yeux. Il ne comprenait pas mes connaissances. « Ces 3 dernières semaines, continuai-je, montrant le document, vous avez supplié pour une bouée de sauvetage. Un prêt de 5 millions d'euros arrive à échéance la semaine prochaine. Sans cela, Sterling Construction entrera en redressement judiciaire, vous excluant lundi. » Richard déglutit, blêmissant, tremblant. « Un miracle s'est produit pour vous hier, n'est-ce pas ?» dis-je en m'approchant, fermant le piège. Richard croyait avoir échappé à la mort, pensant Vanguard Apex Capital l'avoir sauvé avec une extension de prêt. Je m'avançai. Il recula, la réalisation le submergeant. « Vanguard Apex Capital », déclarai-je, le poids de la vérité écrasant Richard. « Est une filiale de Blackwood Holdings. J'en suis le président. Votre banque. » Un halètement collectif s'éleva des invités. Richard chancela, atteint en plein cœur. « Non !» murmura Richard, secouant sa tête ébouriffée. « Impossible !» Mais avoc Richard, muet et paralysé, avait forgé son propre désastre. Je déclarai, d'une voix sans appel, « Votre prolongation est nulle et non avenue. Je réclame l'intégralité des 5 millions d'euros. Pas de délai. À l'instant même, vous êtes en faillite. » À peine avais-je fini qu'un son aigu transperça le silence du grand salon royal. Le téléphone de Richard vibrait dans sa poche. Richard tressaillit, ses yeux emplis de terreur. La sonnerie forte résonnait sur les murs. « Répondez, Richard » ordonnai-je doucement.
Il est impoli de faire attendre vos employés. » D'une main tremblante, il sortit son téléphone, fixant l'écran. C'était son directeur financier. Il porta l'appareil à son oreille, sans un mot, écoutant la voix paniquée hurlant à l'autre bout. L'acoustique de la salle me fit entendre « compte bancaire gelé, blocage d'actifs, carte de crédit refusée, sécurité armée sur les chantiers ». Richard, incapable de répondre, laissa le téléphone glisser de ses doigts. La voix désespérée hurlait toujours. Richard Sterling, l'aristocrate arrogant, s'effondra. Il tomba lourdement sur une chaise, les bras ballants, fixant le sol, la bouche ouverte. Son empire, son héritage, son identité, tout avait été anéanti en moins d'une minute. La salle de réception de luxe était le théâtre de sa ruine. Près de ma fille, je les observais se désintégrer. Le vrai spectacle de lâcheté se jouait à mes pieds. Connor Sterling, le garçon d'or, s'effondra, réalisant que son père ne pouvait le sauver. Le syndicat criminel le traquait, sans un sou pour racheter sa vie. Il rampa sur le sol, ignorant l'élite, se jetant aux pieds de Maya, enfouissant son visage en larmes dans sa robe. « Maya, s'il te plaît !» gémit Connor, la voix brisée. « Tu dois m'aider. Dis à ton père d'arrêter. Je ferai tout. Ne les laisse pas me détruire. Je t'aime. » Sa manipulation était écœurante. Maya baissa les yeux sur lui. Elle ne pleurait pas. Ses yeux durs brillaient d'une force qui me remplit de fierté. Elle se pencha, retirant ses mains de sa robe avec force. « Ne me touche plus jamais, » dit Maya, dégoûtée. « Tu ne m'aimes pas, Connor. Tu aimes ma cote de crédit. L'argent que tu croyais voler à mon père. Tu n'es qu'un parasite. » Elle recula, se plaçant derrière mon épaule. Le charme était rompu. Connor tendit la main vers le vide, dévasté de voir son bouclier humain s'éloigner. Il voulut supplier, mais un nouveau son perça le silence. Un gémissement lointain grossissait, la sirène de multiples voitures de police approchant. Le hurlement déchira les vitres, accompagné des lumières rouges et bleues, clignotantes, reflétées par les lustres. Les invités commencèrent à murmurer, paniqués, se tournant vers l'entrée. Ils savaient ce que ces sirènes signifiaient. Connor se figea au sol, les yeux écarquillés de terreur. « Qu'avez-vous fait » murmura-t-il. Je le regardai froidement. « Je vous avais dit que j'allais vous exposer. Pensiez-vous que je me contenterais d'une vidéo ? Vous avez commis un vol d'identité fédéral, falsifié la signature de ma fille pour des prêts non réglementés afin de payer un syndicat criminel. J'ai envoyé les preuves à mon équipe juridique dès votre aveu. Ils ont remis un dossier irréfutable aux autorités. » La panique le saisit, lui faisant réaliser qu'il perdait non seulement son mode de vie luxueux, mais sa liberté. Les portes d'acajou du grand salon royal s'ouvrirent. Ma sécurité s'écarta, laissant passer 6 policiers en uniforme et 2 détectives en civil. Ils ignorèrent le décor somptueux, avançant résolument vers la scène. Les invités reculèrent, craignant d'être associés au scandale. Le détective principal s'adressa à Connor Sterling, qui s'agenouillait en pleurant. « Connor Sterling, » annonça-t-il, « vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, vol d'identité aggravé et association de malfaiteurs. Levez-vous et mettez vos mains derrière le dos. » Connor hurla d'effroi, tentant de reculer. 2 agents le saisirent, le menottant. Le clic métallique des menottes résonna, emprisonnant ses poignets. Sa réputation s'effondrait publiquement. Le Golden Boy des Sterling, qui m'avait méprisé, était menotté au milieu de sa propre réception. Connor se débattit, le visage ruisselant, cherchant son père. « Papa !» cria-t-il, la voix brisée. « Aide-moi, appelle nos avocats, ne les laisse pas m'emmener !» La salle entière se tourna vers Richard Sterling, le grand patriarche. Richard, affalé sur sa chaise, ignorait son fils menotté, absorbé par sa ruine. Il saisit son téléphone, main tremblante. « Allô, David ?» balbutia-t-il, sa voix désespérée captée par les micros. « C'est Richard Sterling. J'ai besoin d'un prêt relais de 5 millions. Les banques ont gelé mes comptes. Aide-moi, je t'en prie. » Son visage s'effondra quand l'interlocuteur raccrocha. Il composa un autre numéro. « Michael !» supplia Richard, la sueur perlant sur son front. « Ne raccroche pas. J'ai besoin de liquidités. Ma société est en redressement. Je te donne 30%, 40% des parts. Juste envoie les fonds, s'il te plaît. » Encore un signal d'occupation. Ses amis l'abandonnaient. L'élite ne tolère pas l'échec. Richard était radioactif. Connor, entre les agents, observait son père supplier pour de l'argent alors qu'il partait pour la prison. La vérité le frappa. Son père ne se souciait que de l'empire Sterling. « Papa !» gémit Connor une dernière fois,
un son brisé. « Emmenez-le !» ordonna le détective. Les agents le firent défiler sous les regards silencieux. L'homme qui avait menacé ma fille subissait l'humiliation publique. Il fut poussé par les lourdes portes d'acajou vers les lumières clignotantes de sa nouvelle réalité. Je restais sur scène, tenant la main de ma fille, les portes se refermant. La menace était éliminée, mais la nuit n'était pas finie. Je me tournai vers l'homme haletant, prêt à achever les Sterling. Le grand salon royal, forteresse d'arrogance, n'était plus qu'un cimetière pour cette fausse dynastie. L'illusion brisée, les rats abandonnèrent le navire. Les invités de l'élite, qui s'étaient moqués de moi, étaient paniqués. Ils comprenaient de se trouver dans un lieu m'appartenant, face aux milliardaires invisibles. Défi. Je me tournai vers M. Harrington, tête baissée, leur arrogance envolée. Je voulais qu'ils racontent ce qui arrive à ceux qui me défient. Je me tournai vers M. Harrington, le directeur. « Monsieur Harrington ?» dis-je. Il s'inclina. « Oui, Monsieur le Président. » « Ce désordre, dis-je, désignant la scène. La famille Sterling a ruiné l'ambiance. Qu'elle soit retirée de ma propriété par les couloirs de service. » Harrington acquiesça. « Et Harrington, ajoutai-je, ne facturez pas la carte de Richard. Ses comptes sont gelés. Empaquetez leurs affaires. Interceptez-les au quai de chargement. Exigez le paiement en espèces des frais de nettoyage et jetez-les sur le pavé. » C'était l'ultime dégradation pour Richard. Harrington esquissa un sourire. « Avec plaisir, Monsieur le Président. » Les gardes agirent vite. Mes yeux fixés sur Richard, affalé sur sa chaise, son smoking trempé. Il était catatonique, incapable d'assimiler sa ruine. En 20 minutes, il avait tout perdu. Empire, patrimoine, réputation et son fils en prison. 2 gardes montèrent sur scène, le traitant en intrus. « Il est temps de partir », déclara l'un, saisissant Richard par son smoking ruiné. Richard, les yeux vides, tenta de se dégager. « Savez-vous qui je suis » marmonna-t-il. « Je suis Richard Sterling. Vous ne pouvez pas me toucher. » Le garde répliqua « Vous êtes un intrus. Marchez ou nous vous porterons. » Ils le hissèrent sur ses pieds. Ses jambes chancelèrent. Il n'était plus qu'une coquille brisée. On le traîna vers l'arrière, le poussant vers les cuisines. Ils le firent passer devant plongeurs et cuisiniers, lui imposant le chemin humiliant qu'il m'avait destiné. Poussé dans le couloir de service, son orgueil fut anéanti. Au quai de chargement, ils le jetèrent dehors. Richard trébucha et tomba à genoux. L'air glacé le frappa. Ni voiturier, ni photographe. À genoux sur le béton sale d'une ruelle, au milieu de bennes et d'échappements, il n'avait plus rien. Compte saisi, fils sans cellule, ami renié. Il n'était plus qu'un vieil homme brisé, misérable, agenouillé dans la saleté. Je n'avais pas besoin de le voir frissonner. Mon travail était achevé. Sur la scène silencieuse du grand salon royal, la salle calme et vide, je me retournai. Maya m'attendait. L'épuisement avait remplacé sa colère. Elle regarda le siège vide de son faux fiancé, puis l'écran révélant la vérité sur la famille qu'elle avait failli rejoindre. Elle leva les yeux vers moi. Elle ne voyait pas le président impitoyable, mais son père. Celui qui l'aidait travaillait pour ses rêves et avait juré de la protéger. Des larmes de soulagement coulèrent. Elle comprenait le monstre qu'elle avait failli épouser et ce que j'avais fait pour la tirer du brasier. « Papa » murmura Maya, sa voix brisée par un sanglot. Ma carapace froide fondit. Je descendis de l'estrade et l'accueillis. Maya se précipita dans mes bras, sanglotant. Je la serrai fort. « Je te tiens, ma chérie » murmurai-je. « C'est fini. Tu es en sécurité. » La tempête était passée. Menteur démasqué, voleur enfermé. Notre dignité retrouvée, nous avions la vérité, notre respect et surtout nous-mêmes. La seule richesse qui comptait. Les portes se refermèrent derrière les policiers emmenant Connor. Le silence s'installa. Le grand salon royal, forteresse d'arrogance, n'était plus qu'un cimetière pour cette fausse dynastie. De la scène, je contemplais l'illusion brisée. Les invités de l'élite, qui s'étaient moqués, paniquaient. Ils réalisaient qu'ils se trouvaient dans mon bâtiment, face à l'homme que Richard Sterling venait d'humilier. Le milliardaire redouté les fixait. Personne ne voulait plus être lié au Sterling. Ils repoussèrent de leurs chaises, fuyant, tête baissée, évitant mon regard, comme si le salon était frappé par la peste. Je les laissai partir pour qu'ils racontent ce qui arrive quand on défie Marcus Blackwood. Détournant mon regard de ces lâches, je me tournai vers monsieur. «
Harrington, le directeur, qui attendait mes ordres. Il s'inclina. « Oui, monsieur le président, » répondit-il. « Ce désordre, dis-je, désignant les tables, la famille Sterling l'a ruiné. Faites sortir tous leurs membres par les corridors de service. » Harrington acquiesça. « Et Harrington, » ajoutai-je, d'un mépris calculé, « pas de carte pour les frais. Les comptes de Richard sont gelés. Faites-leur payer en espèces le nettoyage avant de les jeter dehors. » C'était l'humiliation finale. Richard traité comme un client sans le sou. Harrington sourit. « Avec plaisir, monsieur le président, » dit-il. Les gardes s'activèrent. Mes yeux restaient fixés sur Richard, affalé, son téléphone mort à ses pieds, son costume trempé. Catatonique, son esprit avait lâché, incapable de gérer sa ruine. En 20 minutes, il avait perdu empire financier, patrimoine, réputation et son fils unique. 2 gardes montèrent sur scène. « Il est temps de partir, monsieur », dit l'un, le saisissant. Richard haleta, les yeux vides, tentant faiblement de se dégager. « Savez-vous qui je suis ? Je suis Richard Sterling, » balbutia-t-il. Le garde répliqua « Vous êtes un intrus. Marchez ou nous vous porterons. » Ils le tirèrent sur ses pieds. Ses jambes vacillèrent. Il n'était plus qu'une coquille vide et brisée. Les gardes le traînèrent par les cuisines bruyantes et les couloirs de service, le même chemin humiliant qu'ils m'avaient destiné. Aux portes du quai de chargement, ils le poussèrent dehors. Richard trébucha et tomba à genoux sur le sol gelé, seul. À genoux sur le béton froid d'une ruelle, Richard était anéanti. Compte saisi, fils en cellule, ami disparu. Mon œuvre accomplie, je me tenais seul sur la scène silencieuse du grand salon royal. Maya s'approcha, épuisée, colère et choc dissipés. Elle regarda l'écran révélant la vérité des Sterling, puis leva les yeux vers moi. Elle ne voyait pas le président impitoyable qui venait de détruire un empire, mais son père. Des larmes de soulagement dévalèrent dans ses joues. « Papa », murmura-t-elle, la voix brisée. Ma glace calculatrice fondit. Je descendis du podium, ouvris mes bras. Maya courut, enfouissant son visage dans mon épaule, pleurant à chaudes larmes et me serrant. Je la tins, posant mon menton sur sa tête, lâchai un long soupir. « Je te tiens, ma chérie, » murmurai-je. « C'est fini, tu es en sécurité. » Elle sanglota. Au milieu de la salle de bal, la tempête était passée. Les menteurs démasqués, effacés. Nous avions la vérité, notre respect, et l'un l'autre. C'était la seule richesse. 3 mois plus tard, dans mon bureau au 42e étage d'un gratte-ciel de verre à Chicago, Maya à mes côtés. Au loin, ma vieille maison où j'essuyais le cambouis avait disparu, remplacée par le squelette d'acier d'une place commerciale de 200 millions d'euros. C'était la parcelle que Richard avait qualifiée de fardeau sans valeur, que son fils avait tenté de m'extorquer. Eux y voyaient la pauvreté, moi l'avenir. Le nom des Sterling ne portait plus aucun poids, prononcé à voix basse avec gêne dans les cercles privés qu'ils dominaient. L'héritage de Sterling Construction était anéanti. Le retrait du prêt de 5 millions d'euros avait provoqué une cascade de défaillances. Les banques se jetèrent sur Richard. Son siège fut saisi, ses actifs gelés, ses chantiers fermés, son matériel vendu. Richard déclara faillite, perdant manoir, voiture et ses amis. L'élite ne pardonne pas l'échec. L'homme qui cherchait à m'humilier vivait dans un petit appartement en périphérie, accablé de dettes et oublié. Son empire d'arrogance s'était brisé. Connor n'avait pas échappé à la justice. Les preuves d'Elias Thorne et ma vidéo de confession l'accablèrent. Sans l'argent de son père ni allié, il fut seul au tribunal. Condamné à 5 ans de pénitencier pour fraude et vol d'identité, son smoking fut remplacé par une combinaison orange. Il passerait ses années en cellule, loin du luxe. Ma plus grande victoire, c'est Maya, à mes côtés. Son mariage frauduleux avec Connor fut annulé et elle rejeta le nom Sterling. Loin de la honte, elle a pris sa place légitime, dirigeant la division de développement urbain de Blackwood Holdings. Elle supervise le centre commercial bâti sur notre ancien quartier, transformant sa douleur en ambition, générant emploi et vie. Le conflit achevé, l'ordre rétabli. Menteurs dépouillés, voleurs enfermés, nos détracteurs effacés. Je contemple la ville. J'ai toujours laissé les gens me sous-estimer, me croyant mécanicien. Mais le véritable pouvoir ne s'exhibe pas. Il se tapit dans l'ombre, invisible,
observant avec clarté, ne se révélant qu'à l'heure d'anéantir les impies.